Dany Robert Dufour, bonjour. Nous sommes extrêmement heureux de vous recevoir ici parce que vous êtes parmi tous les penseurs français, et il n'y en a de fait pas beaucoup d'ailleurs, c'est peut-être un des problèmes. Vous êtes celui qui a creusé avec le plus on va dire, de persévérance le sillon de la critique du libéralisme, de l'analyse critique en vous appuyant sur différents domaines de la pensée, la philosophie, mais aussi la psychanalyse, et en utilisant tout cela pour essayer de construire une vision globale de ce qu'est aujourd'hui le libéralisme, de la façon dont le capitalisme modèle l'individu, et nous allons parler de tout ça. Mais merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Laurent, je te laisse présenter Dany Robert Dufour. Dany Robert Dufour, vous êtes philosophe. Vous vous employez dans vos travaux à l'étude du récit libéral. On peut mentionner notamment une trilogie, L'art de réduire les têtes, Le divin marché et La cité perverse, 3 de vos livres, et aussi à la recherche des moyens de sortir de ce récit libéral. Je mentionne aussi la parution de ce livre, où vous rassemblez 5 textes de Mandeville, penseur calviniste, l'auteur de la fable des abeilles, qui a cette célèbre formule « Les vices privés font les vertus publiques ». Vous signez une longue introduction à ces textes. Pour vous, les hommes sont le produit des récits qu'ils ont inventés. Et le récit libéral pose en premier l'amour de soi. Et il se construit à la fois contre le récit grec et contre le récit monothéiste. Il est, vous dites, pervers au sens étymologique de l'inversion. Et c'est à partir de la postmodernité, dans les années 70-80, qu'il se déploie vraiment. Avec la disparition progressive des lumières allemandes au profit des lumières anglaises. Lumières allemandes qui, elles, empêchaient une marchandisation du vivant et du monde au nom de la dignité. Alors, je vous propose de commencer par un point que vous abordez, que vous soulevez dans vos travaux, qui est l'origine théologique du récit libéral. Et le cas de Mandeville en est une illustration. Oui. Alors, c'est très intéressant de commencer par là, parce que généralement, le libéralisme ou le capitalisme est considéré comme une théorie purement économique. Et en fait, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que ça va beaucoup plus loin, puisqu'il y a un projet sur le monde, il y a un projet sur les individus, et c'est une pensée totale, le libéralisme. Vous mentionniez que je faisais référence à un certain nombre de champs de pensée. Il le faut avec le libéralisme, puisque le libéralisme est donc une pensée totale qui part d'un certain nombre de présupposés théologiques, notamment sur un plan de Dieu. Le libéralisme postule quelque chose à propos d'un plan de Dieu qui aurait été un plan B, si vous voulez, de Dieu, parce que nous avions le plan A pour les saints, et le libéralisme invente un plan B pour ceux qui ne sont pas des saints, justement, et ceux qui sont désignés comme des vicieux, des dépravés, etc. Et l'étrange est que le libéralisme, donc, mise, au fond, sur ces vicieux, sur ces dépravés, pour, en quelque sorte, sauver le monde, ou pour transformer le monde, pour réformer le monde. Donc c'est de ça qu'il faut partir. Il faut partir de l'origine théologique du libéralisme. Alors, dans La cité perverse, par exemple, j'essaye de montrer comment ce grand renversement s'est fait à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, puisque je commence avec Pascal, donc on ne peut pas, évidemment, janséniste, adepte de Port-Royal, donc on ne peut pas plus puritain, si vous voulez, d'une certaine façon. La pensée puritaine de Pascal est bien connue, et j'arrive un siècle plus tard, ou même pas 60 ans plus tard, à Bernard de Mandeville, donc calviniste, et l'inventeur donc de cette solution libérale qui se présente donc comme le plan secret de Dieu pour sauver le monde. Voilà. Et entre les deux, eh ben, il y a le grand renversement qui fait que l'on passe de l'amour de Dieu ou de l'amour de l'autre, de l'amour d'autrui, à l'amour de soi, avec donc un renversement progressif et complet qui peut être rythmé en examinant la pensée donc d'un certain nombre de ces philosophes de cette époque. Donc on commence par Pascal, l'amour de Dieu, après les élèves de Pascal, donc Pierre Nicole, après Pierre Nicole, Belle, donc on passe du côté des protestants,
Et on arrive progressivement, comme ça, je pourrais encore décliner quelques noms, à Mandeville, qui crée en quelque sorte le conte libéral. Pourquoi c'est un conte? Parce que ça repose sur donc, une proposition, sur un axiome, les vices privés, donc que vous devez faire valoir dans toute votre conduite terrestre. En fait, vos vices privés seront utilisés pour produire le bien public. Le bien public, c'est la richesse publique, et la richesse publique, c'est la vertu publique. Et il y a des commandements pour ça, c'est-à-dire que dans le divin marché, vous expliquez à quel point on est véritablement dans un discours, en effet, théologique, dans le sens où, petit à petit, on élabore toute une anthropologie. Cet individu qui doit se conformer à ce commandement du marché doit donc d'abord développer l'égoïsme, ensuite il doit surtout abolir la culture, le savoir et la transmission. Il y a toutes ces règles qui finalement modèlent la personne qui va être... projet global, projet total, c'est pour ça que c'est d'une certaine façon un totalitarisme. Puisque contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas donc simplement de l'économie économique, c'est de l'économie divine, c'est de l'économie politique, c'est de l'économie psychique, puisqu'il y a donc une visée sur un propos sur les passions, ce qu'on appelle les désirs, ce qu'on appelle encore les pulsions. Et donc tout ceci est organisé et lié, et donc ces différentes économies sont en jeu dans la création de la pensée libérale. Et ce grand renversement dont vous avez parlé permet la naissance d'un individu qui n'est pas très religieux en apparence, mais en apparence seulement, puisque vous l'appelez le prince noir de la nouvelle religion. C'est le marquis de Sade. Le divin marquis, c'est pour ça que j'avais appelé mon livre Le divin marché, parce que je voulais qu'on entende le divin marquis derrière, il n'est pas loin. Alors effectivement, c'est le prince noir, parce que c'est celui qui affirme donc qu'il faut aller jusqu'au bout de ses vices, de ses passions, quitte à détruire le monde. Et d'une certaine façon, ça arrive à la fin du XVIIIe siècle. Je crois que les grands textes comme La philosophie dans le boudoir, ça doit être 1775 ou quelque chose comme ça. Non, un peu plus tard. Oui, on est juste 90, voilà, c'est ça. Puisqu'il se retrouve 90, voilà, en Bastille à partir... Et donc on a la fin du XVIIIe siècle, et il a entendu ce que disaient donc les philosophes du début du XVIIIe siècle, dont Mandeville, puis ensuite Adam Smith. Il y a même des formules de Sade qui sont démarquées de celles de Adam Smith, et qui a entendu quelque chose donc sur ce que proposaient ces penseurs et ces philosophes, c'est-à-dire la mise en avant de l'amour de soi. Et Sade est celui qui entend ceci et qui dit « Ah bon, c'est ce que vous voulez, l'amour de soi? Eh bien allons-y, jusqu'au fond, jusqu'au bout, jusqu'à même tout détruire. » Et d'une certaine façon, il dit la vérité du récit libéral qui met en avant donc cet amour de soi. Nombreuses sont les pages chez Sade où donc l'égoïsme est présenté comme une loi sacrée, la loi sacrée de la nature. Quitte à instrumentaliser l'autre, et c'est là où on retrouve les commandements que vous montrez, enfin que vous définissez du libéralisme, c'est-à-dire l'idée de traiter l'autre comme un objet et non plus comme un sujet, c'est-à-dire qui va en contradiction totale avec la pensée des Lumières, en particulier l'impératif catégorique de Kant. Bien sûr. Chez Kant, l'impératif catégorique, c'est considère l'autre comme une fin en lui-même et non pas comme un moyen pour réaliser tes fins. Chez Sade, c'est exactement le contraire. Considère l'autre comme un moyen pour réaliser tes fins et surtout pas comme une fin en lui-même. Et donc il y a la pensée de l'instrumentalisation totale de l'autre, avec donc le mouvement que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire le mouvement qui part de la théologie et qui misait d'abord sur les saints. On arrive maintenant à un mouvement qui mise sur ce que Sade appelle les scélérats. Il faut que les gens soient des scélérats. Donc c'est la proposition sadienne. Et d'une certaine façon, celui qui va jusqu'au bout de ses vices privés, comme le dit Mandeville, est aussi celui qui est un scélérat, et c'est Sade qui donnera la vérité de cette proposition,
des philosophes du début du XVIIIe siècle. Vous voulez dire qu'on est resté en tension entre finalement la proposition d'Emmanuel Kant et celle de Sade, qui coexistent, puisque tout de même toute la pensée, en particulier la pensée, j'allais dire même bioéthique aujourd'hui française, s'appuie sur la philosophie des Lumières, sur l'idée de la dignité, de la non-instrumentalisation de l'humain. Et c'était censé apporter une limite à l'extension de ces pulsions et de cette instrumentalisation de l'autre. Exactement. Chez Kant, donc, la proposition, c'est une proposition qui pose sur le fait que tout n'est pas achetable et vendable. Donc tout a un prix, dit-il, ou une dignité. C'est-à-dire tout n'a pas un prix, puisque ce qu'il y a une dignité, évidemment, ressort du monde du marché. Donc il y a une mise de morale, si l'on veut, de Kant sur la dignité. Quelque chose échappe donc au règne du négoce, à ce qui se vend et ce qui s'achète, et ceci possède une dignité. Chez Adam Smith, nous sommes tous des marchands. Tout a un prix, tout se vend et tout s'achète à sa valeur. Donc nous avons là deux propositions qui séparent radicalement le transcendantalisme allemand du libéralisme anglais. Alors, moi, j'analyse la modernité comme toute cette période, longue période, donc qui va à peu près, effectivement, vous l'avez dit, jusqu'à 1970, 80, 60, 70, 80, qui est une période de cohabitation de ces deux lumières, les lumières allemandes et les lumières anglaises. Les lumières françaises étant un peu entre les deux, puisqu'on trouve certains qui sont du côté anglais, comme par exemple Vésius, et de l'autre côté... par exemple, Rousseau, qui est plus du côté de Kant. On sait que Rousseau a été lu par Kant, par exemple. Et donc, on a une coexistence de ces deux lumières qui cèdent vers les années 1980, et avec le triomphe donc, du libéralisme anglais, qui va donner finalement ce qu'on va appeler l'ultralibéralisme, puisqu'il n'y a plus que ça, il n'y a plus que donc l'amour de soi, et donc l'autre et la dignité de l'autre a en quelque sorte disparu. C'est ce qui est un terrain favorable pour ce que vous appelez justement le droit sado-libéral. Qu'est-ce que c'est que ce droit sado-libéral ? C'est le droit de faire tout ce qu'on veut, et on n'a donc aucune objection à apporter à quelqu'un qui dit qu'il veut faire ce qu'il veut faire, puisqu'il veut le faire. Et donc étant donné l'amour de soi, et donc la mise qui est faite sur l'amour de soi, il faut laisser faire les gens, les laisser faire tout ce qu'ils veulent, sinon on les entrave, on les brime. Et donc le droit sado-libéral, c'est ça, c'est de faire absolument tout ce que l'on veut. On le voit par exemple dans des procédures sur lesquelles j'avais travaillé, que j'avais appelé l'extorsion de consentement, qui en ce moment est une question très vive. On voit ce qui se passe avec donc les plaintes et les abus sexuels à l'encontre des femmes. Il y a des extorsions de consentement, puisqu'il y a quelqu'un qui veut faire ce qu'il veut avec une femme, qui profite de sa position pour lui extorquer un consentement. Il y a des extorsions de consentement aussi dans le domaine, par exemple, dans le domaine fiscal et financier. Les gens qui placent de l'argent dans des paradis fiscaux font une sorte de chantage en disant « si vous ne me laissez pas faire ça, eh bien je délocalise, je retire mon argent de ce pays et je le mets ailleurs ». Donc il y a une extorsion de consentement à l'encontre d'ensemble des citoyens. Et c'est ça le droit sado-libéral. Laissez-moi faire ce que je veux, sinon je ne suis pas libre dans la réalisation pleine de moi-même et de l'amour de moi que je porte et que je porte à l'encontre aussi bien de tous les autres. Il y a un concept qui revient également souvent dans votre œuvre et qu'il faudrait peut-être que vous définissiez pour qu'on comprenne bien, c'est celui de pléonexie. Oui. C'est-à-dire l'idée donc de l'appétit, le besoin de toujours plus qui est fondamentalement, selon vous, ancré en l'être humain. Oui, alors bon, où est-ce que j'ai été chercher ce terme ? J'ai été le chercher chez les philosophes grecs de l'Antiquité, notamment chez Platon. Mais le terme de pléonexie est très utilisé donc au détour dans la philosophie classique, je veux dire grecque classique, 4e, 3e siècle. Il est extrêmement utilisé et c'est un terme qui se trouve au cœur, ça ne se voit pas toujours, et les commentaires ne le montrent pas toujours assez bien, mais par exemple de la République de Platon.
qui se pose une question, c'est comment édifier des cités viables avec un certain nombre d'institutions démocratiques, la Boulay, l'Ecclésia, la Paideia, etc., etc. Et la proposition de Platon, c'est la prohibition de la pléonexie. Qu'est-ce que la pléonexie? Donc c'est ce mot grec qui veut dire pléon, plus, et eken, avoir. Donc avoir plus dans le sens de vouloir avoir toujours plus. Eh bien, si on laisse les gens vouloir avoir toujours plus, ça détruit justement toutes les relations qui sont les relations de dignité dans la République, dans la cité, dans la ville, et ça détruit tout simplement la ville et la cité. Platon va très très loin, puisque dans donc cet autre texte qui s'appelle Les Lois, qui est, si je me souviens bien, un des derniers textes de Platon, donc l'Athénien, qui est la personnification de Platon lui-même, donne une mesure pour donc régler cette avidité. Il dit qu'il ne faut pas que chez les hommes libres, certains possèdent plus de 4 fois ceux qui possèdent le plus, 4 fois ceux qui ont le moins. Bon, on retrouve la proposition de Henry Ford sur les exactement, exactement. C'était de 1 à 20 chez Henry Ford. Exactement. Donc vous voyez que Henry Ford serait maintenant un gauchiste de la plus terrible espèce, puisqu'il a proposé de limiter donc la différence des salaires dans une proportion de 1 à 20. Alors, ce qui est très intéressant chez Platon, c'est de montrer que, en fait, si ça se passe comme ça, ou si ça peut se passer comme ça dans la cité, c'est parce qu'il y a quelque chose dans l'être, dans la psyché humaine, qui donc peut conduire l'homme à vouloir avoir toujours plus. Et c'est cette âme d'en bas, vous savez que chez Platon, il y a l'âme est tripartite, il y a l'âme d'en bas, l'épitomia, donc le siège des passions concupiscentes, donc dans cette volonté d'attraper quelque chose, d'attraper des objets, toujours plus d'objets. Le problème de cette âme, dit Platon, c'est qu'elle est percée, elle est trouée. Donc on ne peut pas l'œiller, c'est-à-dire on ne peut pas la remplir et faire venir, la remplir jusqu'à l'œil. C'est comme ça qu'on appelle la bombe. Quand on remplit un tonneau, il a tendance à rester un petit espace, et en général on pratique le houillage, c'est-à-dire qu'on remplit pour que le vin ne s'oxyde pas. Ah, vous y connaissez en vin. Voilà. Exactement. Alors, donc dans cette âme d'en bas, le problème de cette âme d'en bas, c'est qu'elle est percée. C'est comme une jarre percée ou un tonneau percé, donc il faut toujours la remplir, Et c'est pour ça donc qu'il faut que l'homme sache faire avec cette âme, sache s'y prendre avec cette âme d'en bas, sinon il devient l'esclave de ses passions, qui sont insatiables, de se vouloir avoir toujours plus. Et donc la République, c'est ça, la paideia, c'est ça aussi, la formation des individus, c'est ça, c'est savoir y faire avec cette âme d'en bas, donc savoir y faire notamment en créant cette âme d'en haut, qui permet de maîtriser ses passions et ses pulsions, sinon on en devient l'esclave, soi-même, et à l'occasion, les autres aussi en deviennent l'esclave, et c'est précisément ce qui se passe avec le déchaînement de la pléonexie à l'heure actuelle. Oui, le fondement de la société consumériste, c'est tout de même d'utiliser cette pléonexie et même de la susciter, de manipuler par la publicité, par différents instruments, pour essayer d'aller chercher ce qu'il y a de plus pulsionnel chez l'être humain. C'est ça, de plus pulsionnel et de pas symbolique. Il ne faut pas que l'individu réfléchisse, surtout pas. Et c'est pour ça que dans un des commandements de la religion néolibérale dans laquelle nous sommes, je édicté un de ces commandements sous cette forme: ne pensez pas dépenser. Voilà. Ne pensez pas dépenser parce que ça va satisfaire vos appétences qui sont infinies. Et donc le marché, c'est quoi finalement le marché? C'est ce qui peut offrir un objet manufacturé, un service marchand, un fantasme produit par les industries culturelles, comme disait Adorno, pour combler toutes les formes d'appétence. Donc c'est prendre les individus dans le sens de la satisfaction des appétences qui peuvent être infinies. Et le marché fonctionne là-dessus. Et de fait, la consommation, le consumérisme fonctionne donc sur ce ressort pulsionnel, sur cette pléonexie qui, si elle n'est pas maîtrisée d'une certaine façon,
est totalement dans l'illimitation, l'insatiable, la démesure totale. Ce qui faisait peur, évidemment, aux Grecs, la démesure. Hein. Bien sûr, c'était le pire des, C'était le des pire, péchés. le pire des péchés. Parce que ça, justement, ça menait l'humanité à sa Mais perte. bien sûr, bien sûr. On sait que l'hubris grec, le contraire de l'hubris grec, enfin l'hubris grec, la démesure grecque, entraîne, pour celui qui s'y livre, la némésis, c'est-à-dire le châtiment. Bien sûr. Et donc, il y a à se demander si, donc, dans la démesure, l'hubris ou la pléonexie dans laquelle nous sommes, pas seulement les consommateurs, mais aussi les financiers qui n'ont jamais assez et qui veulent toujours plus, enfin bon, ce monde maintenant qui est lancé dans cette forme, dans cette avidité pléonexique infinie, n'est pas en train de déboucher sur si des formes de châtiment ne sont pas en train d'apparaître pour ramener justement les individus à un peu plus de mesure. Et ces châtiments, on commence à les voir malheureusement avec tout ce qui est en train d'apparaître comme réponse du monde dans lequel on vit par rapport à cette démesure. La chute de la diversité des espèces, les dérèglements climatiques, etc., c'est quand même des formes de châtiment par rapport à cette démesure. Et nous sommes entrés peut-être maintenant dans une ère justement où ces châtiments, ce ne sont plus des châtiments divins, ce sont des châtiments parce qu'on prend tout et on détruit tout. On détruit tout justement parce qu'on est mu par cette passion, par cette appétence sans fin qui n'est plus limitée par rien et qui non seulement n'est plus limitée mais qui est encouragée. Il faut que tu demandes sinon toujours plus, sinon tu n'auras pas les satisfactions que tu mérites. Donc il y a une démesure dans laquelle, qui est devenue une sorte d'ordre, d'injonction dans laquelle chacun est conduit, quel que soit son niveau. Au niveau du consommateur, même pauvre, on va lui dire sans cesse qu'il n'a pas le dernier produit qui pourrait le combler, je dirais de ce consommateur pauvre, jusqu'aux financiers. On sait par exemple en ce moment que les 8 personnes les plus riches du monde possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Donc 8 personnes égale 3,5 milliards du point de vue du patrimoine. Ils n'ont pas assez et ils veulent toujours plus. Donc le monde est lancé dans ce vouloir avoir toujours plus et donc ceci détruit tout simplement. On sait maintenant, ceci est en train de détruire le monde. On l'a vu par exemple hier. 15 000 scientifiques qui nous alertent en disant voilà, ce monde est en train d'être détruit par les activités humaines non régulées et qui sont donc dans cette maintenant passé du côté de la possible destruction de ce monde, de notre monde. Et à ces châtiments, on peut ajouter aussi le retour des fondamentalistes. Est-ce que vous pouvez développer la vision que vous avez justement de ce retour? Parce que vous avez une vision bien particulière. Oui. Oui, bon. Il y a d'un côté ce que j'ai appelé le délire occidental. Maintenant, il a atteint le monde. Le délire occidental, il est fondé justement sur cette insatiabilité, ce vouloir avoir toujours plus, qui est en train donc je viens de le dire, de détruire les bases même de la vie sur Terre, et peut-être même aussi les bases mêmes de la subjectivité, de la subjectivation, justement, par la promotion de cet individu pulsionnel et qui n'est plus dans le fonctionnement symbolique. Bien, par rapport à ce délire occidental, il y a un désir de pureté, de retour à des formes qui seraient des formes pures, une première alliance avec le symbolique, avec Dieu, qui serait donc retrouver des formes de la pureté. On le voit, c'est ça, fondamentalisme, c'est retrouver une forme de pureté. Or, c'est un délire aussi, puisque quand cette pureté se réalise, elle se réalise sous la forme de la souillure la plus absolue. On vient de fêter, si je puis dire, ou de commémorer, pas fêter, commémorer les attentats du 13 novembre 2015. Hier. On vient de commémorer donc ces attentats et on voit ce que ça donne, le désir de pureté. C'est tirer dans la foule au hasard, c'est trancher des têtes,
c'est la souillure absolue. C'est comme ça que se manifeste ce désir de pureté. C'est pour ça qu'il est un délire. Le délire est ce qui caractérise d'obtenir des buts exactement contraires à ceux qui se donnent. Donc, pour se sauver du délire occidental, nous voici tombés, pour une partie de l'humanité, dans le délire fondamentaliste. Ce que je trouve intéressant d'ailleurs dans ce que vous développez sur cette question-là, c'est que ça n'a rien à voir avec ce qui a pu apparaître souvent comme une espèce de culture de l'excuse, ou en tout cas un discours sociologique expliquant c'est de la faute de l'Occident, car l'Occident discrimine, car l'Occident appauvrit, et que c'est une réponse de ces jeunes gens. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça, c'est ce que vous montrez. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tout simplement de dire c'est de notre faute et nous avons créé des monstres, comme le disait Edoui Plenel. C'est le produit d'un système qui, en effet, est un système qui ne permet pas à l'être humain de s'accomplir et de construire une autonomie. Oui, bien sûr, oui. Il ne s'agit pas d'excuser, mais de comprendre les fonctionnements qui aboutissent au fait que l'islamisme radical est une des conséquences. Ce n'est absolument pas, finalement, c'est ce qu'on comprend en vous lisant, ce n'est pas un retour dans le passé, ce n'est pas une forme originelle de la religion, c'est au contraire un produit de la modernité. C'est un produit de la modernité, c'est une réponse délirante à la modernité, elle-même à la postmodernité elle-même délirante. C'est-à-dire que pour se sortir d'un délire, voilà que l'on se crée un autre délire. Et c'est pas tout, parce que dans ce livre dont vous disiez le titre tout à l'heure, j'ai parlé de 3 délires. Le troisième, c'est un délire identitaire qui est en train d'envahir en ce moment un certain nombre de pays de haute culture comme l'Europe. On voit les progrès, si je puis dire, du délire identitaire dans un certain nombre de grands pays européens, Hongrie, Allemagne, Hollande, France, etc., etc. Et donc là encore, ce désir de retrouver une pureté des peuples, etc., est un délire, puisque nous sommes mélangés depuis 2 millénaires. C'est même la caractéristique des peuples européens, avec des donc déplacements de population, rencontres de population, etc. Et ce désir de pureté ne peut se terminer qu'en guerre civile. C'est-à-dire il va falloir expulser, il va falloir exterminer les étrangers qui sont sur notre sol. Donc voilà la situation dans laquelle on se retrouve. 3 délires, ça fait que ça commence à faire beaucoup. Hein. Alors le livre donc, que nous citions et qui analyse ces 3 délires s'appelle « La situation désespérée du présent me remplit d'espoir ». Il est paru en septembre-octobre 2016. Oui. Et vous y parlez aussi de la façon dont votre travail a été traité. C'est-à-dire que, notamment sur cette question-là, vous avez produit des textes que vous citez, qui sont absolument passionnants, mais que vous avez proposés comme tribune. Oui. Un grand journal, oui. Le Monde. Oui. Et là, finalement, ça s'est heurté à un blocage. Et en fait, tout votre travail, aujourd'hui, reçoit une fin de non-recevoir d'une partie des médias. Oui. D'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu comment ça s'est passé, et ensuite, on va voir ce que ça raconte du rôle des médias. Bah, écoutez, j'ai fait effectivement une tribune, puis ensuite une autre tribune. C'était pas la première que je faisais pour ce grand journal, qui ont toujours été auparavant acceptés avec un certain intérêt. Je savais que ça heurtait quelques sensibilités qui sont prises justement dans l'idée du progrès, l'idée de attention, il ne faut pas revenir en arrière, il faut accepter ce qui arrive, sinon on est réactionnaire, etc. Donc on me regardait un peu comme un réactionnaire ou un néo-réactionnaire, ce qui m'a toujours surpris, puisque quand même, quand je fais une analyse des formes actuelles du capitalisme, dire que celui qui fait l'analyse de ces formes du capitalisme est un réactionnaire, il y a quand même une perversion dans les mots, là. Bon, moi je m'estime au contraire comme quelqu'un qui est plutôt du côté justement de la critique radicale, et qui est plutôt du côté des formes radicale de la pensée. Donc, oui, pour le dire simplement, si on prend le terme réactionnaire de façon originelle, comme celui qui est contre la démocratie et qui veut revenir à une société d'ordre, la lecture de quelques-uns de vos textes laisse penser que c'est vraiment pas le reproche qu'on puisse vous faire. C'est pas tout à fait ça, non. Bon, donc, quand j'ai écrit ces textes, je me suis heurté non pas à une fin de non-recevoir,
mais à un premier temps d'acceptation. Oui, oui, on va te publier ton texte, mais il faut que tu nous donnes l'exclusivité sur ce texte. Ce sont les mœurs journalistiques, donc j'ai dit d'accord, et ce texte n'a pas été publié. Bon. Je me suis dit que bon, ça peut arriver, il peut y avoir un engorgement de textes, etc. Puis bon, il y a des choix qui se font, qui fait que ça tombe pas sur le mien. Bon. Mais ça s'est reproduit une deuxième fois, exactement dans les mêmes formes. Et là, ça devient un procédé pour que je ne publie pas mes textes. D'autant que vous racontez aussi cet épisode, là aussi extraordinaire, où finalement on fait en sorte que vous ne puissiez pas venir à une conférence parce que un journaliste du Monde, là encore, entend donner son avis sur votre travail pour expliquer que vous êtes un affreux néo-réactionnaire. Néo-réactionnaire étant un terme, là aussi vous rappelez très bien l'histoire, et c'est vrai que c'est fondamental dans l'histoire récente des idées en France, néo-réactionnaire étant un terme forgé en 2002 par Daniel Lindenberg dans un livre, Le rappel à l'ordre, qui entendait trouver des coupables, en gros, à l'arrivée du Front National au second tour de l'élection présidentielle. Et donc les coupables, c'était forcément les quelques penseurs, d'ailleurs très divers, qui avaient essayé d'élaborer une critique du modèle tel qu'il existait et de ses conséquences. Ça nous dit quoi de l'état des médias, ces différents épisodes? Ça nous dit que les médias ne cherchent plus à former des hommes libres, qui pensent et qui agissent par eux-mêmes, mais que les médias sont dans des formes, pour beaucoup, qui sont toutes les différentes formes du libéralisme, le social-libéralisme, l'ultralibéralisme, le libéralisme plus réactionnaire, toutes les formes possibles du libéralisme. Et tous ceux qui n'acceptent pas ceci sont considérés comme des réactionnaires ou des néo-réactionnaires. Et donc il faut se défendre contre cette engeance, de laquelle donc j'apprends que je fais partie, et ne pas leur donner voix au chapitre, ne pas publier leur texte. Et donc ça s'est passé, j'ai mis du temps à comprendre ceci, et donc j'étais obligé de refaire la genèse de tout ceci. Et effectivement, ça a commencé avec donc un livre qui était le Divin Marché, que j'avais été présenté à Bruxelles, et dans l'Assemblée, c'était un théâtre qui m'invitait souvent, parce que c'était un théâtre un peu d'avant-garde, qui présentait des textes littéraires, des pensées philosophiques, enfin bon. Il y avait un journaliste qui m'a entendu, qui était dans un coin de la salle, qui n'a rien dit, et il y avait d'autres personnes aussi qui faisaient partie d'un think tank de gauche, qui étaient extrêmement intéressés par ma critique du libéralisme, du néolibéralisme. Et ils ont voulu m'inviter chez eux, think tank d'assez grande importance. Hein. Ils ont voulu absolument m'inviter chez eux, j'ai accepté, et ce journaliste qui était présent a écrit à ces gens pour leur dire « Ne l'invitez surtout pas, c'est un néo-réactionnaire ». Donc celui qui vous parle du divin marché, qui essaie d'établir les commandements de cette nouvelle religion néolibérale, est un néo-réactionnaire. Donc il est en train de vous pervertir complètement, vous, des gens de gauche, parce que lui n'accepte pas ce qui est de l'ordre du progrès que tout le monde doit maintenant accepter. Et donc, j'ai reçu une lettre me disant votre rendez-vous est annulé, et j'ai appris ensuite que c'était lui qui était venu présenter mes thèses donc à ce think tank. Alors, bon, quand on est journaliste, en principe, vous savez de quoi je parle, en principe on fait venir les gens pour les entendre. C'est mieux. C'est mieux. Si on fait tout pour que les gens ne soient pas entendus parce que on suppose, à tort ou à raison, en l'occurrence à tort, que ces gens sont suspects de quelque forme de réaction que ce soit, donc là il y a quand même un problème. On fait tout pour justement que ces gens qui ont quelque chose à dire sur notre monde actuel ne soient pas entendus. Donc, en gros, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une bonne part des médias qui sont acquis à ce récit libéral et qui sont incapables d'en accepter la remise en cause. Bien sûr,
Bien sûr, totalement incapable de... Si la moindre remise en cause apparaît, elle ne peut être qu'à l'encontre du déroulement infini du progrès, sans fin du progrès, une volonté de retour à des formes précédentes, qui sont des formes de grands récits religieux, qui sont des formes du logos grec, qui sont maintenant des formes pour eux complètement dépassées. Parce que nous sommes maintenant justement dans cette époque donc, où l'individu peut et doit tout faire et obtenir toutes les satisfactions qu'il peut. Et d'où aussi le soutien plus ou moins explicite des médias à Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui représente pour vous dans le récit libéral que vous nous avez exposé? Oui, alors je crois que avec Macron, il est souvent analysé comme un banquier néolibéral, ultralibéral, etc., etc. Et je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que c'est un libéral, peut-être à coup sûr, mais un libéral à l'ancienne, avec beaucoup plus du côté de l'idée de ce qu'on appelle l'ordolibéralisme allemand que du côté de l'ultralibéralisme anglo-américain à la Hayek ou à la Friedman. Donc pourquoi? Parce que donc il a le souci de l'intervention de l'État, de la maîtrise d'un certain nombre de forces économiques, et c'est un libéral, je crois, classique, qui serait plus à rattacher du côté, encore une fois, de l'ordolibéralisme que du côté du déchaînement néolibéral, contrairement à ce qu'on dit. Et je crois qu'on fait beaucoup d'erreurs en analysant, en disant que Macron est un ultralibéral. Ce n'est pas, à mon avis, du tout un ultralibéral. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a en fait chez lui une ambivalence? C'est-à-dire il y a cette dimension ordolibérale, il y a la place de l'État, mais il y a aussi d'abord une adhésion totale au libre-échange, et ensuite une vision de l'individu. Oui, cela dit, c'est vrai. Et il y a aussi une vision de l'individu comme étant détaché de l'ensemble des liens qui peuvent se construire comme des liens de solidarité. C'est-à-dire que moi, quand je le lis, ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression d'entendre Margaret Thatcher, c'est-à-dire je ne connais pas la société, je ne connais que des individus. Oui. C'est ce qui tout de même pousse la logique libérale jusqu'à son point ultime. C'est vrai, à ceci près qu'en plus des individus, il connaît l'État. Et donc les fonctions régaliennes, regardez la façon dont il utilise des fonctions... Oui, c'est parfaitement glissé dedans, d'ailleurs. C'est parfaitement glissé dedans. Je pense qu'il a quand même un souci du rôle de l'État. On l'a vu par exemple avec des premières mesures qu'il a prises sur l'éducation, c'est-à-dire le dédoublement des classes dans les zones d'éducation prioritaire, la réduction, etc. Avec une idée derrière, bon, l'État doit soutenir les individus jusqu'à ce moment où il doit soutenir, et après, hop, qui se débrouillent. Donc que le meilleur gagne. Et là, on retrouve là une perspective libérale forte, c'est-à-dire que le meilleur gagne. Nous sommes dans un monde de la compétition, et donc voilà, il faut que les gens s'affrontent les uns les autres, les intérêts privés s'affrontent les uns les autres, et là, on re-rentre à nouveau dans le champ libéral. Mais c'est un drôle de mélange, parce que c'est une sorte de césarisme ou de bonapartisme libéral. Il y a un mélange étrange entre le souci de l'État et puis l'idée de libre-échange, l'idée de compétition élargie des individus. Et je crois qu'on a affaire à un personnage politique assez singulier. C'est vrai, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi voir chez lui peut-être ce qu'on peut trouver chez certains libertariens américains, c'est-à-dire cette idée que finalement la démocratie n'est pas efficiente, que la bonne gouvernance nécessite de la rapidité, et que donc si un individu peut agir à la place de cette démocratie qui est assez bancale, ça n'est pas plus mal. Et c'est ce qu'on retrouve dans toute la logique de tous les patrons de la Silicon Valley. C'est vrai, mais je ne dirais pas pour autant qu'on peut l'assimiler à un libertarien. Tout simplement parce que les libertariens exècrent l'État. Oui, ça c'est tout à fait. Ce n'est manifestement pas son cas, il adore occuper la fonction et utiliser tous les rouages de cette fonction. Donc je crois, je me trompe peut-être, on va voir, on n'en sait pas encore assez, mais on a affaire à un étrange mélange
d'étatisme et de libéralisme peut-être extrême. Avec, une fois que donc le rôle de l'État a été fait pour soutenir, suffisamment puissant pour soutenir les individus, après on les lâche, et on les lâche dans ce qui est de l'ordre d'une compétition généralisée, où chacun doit donner le meilleur de lui-même dans des performances qui sont exigées, effectivement, dans les formes de l'entreprise actuelle. Pour en revenir aux médias, comment fait-on pour rendre aux médias un rôle démocratique qu'ils ont visiblement perdu, puisqu'ils sont plutôt dans la position d'un clergé défendant la théologie dont vous parliez? Oui, tout à fait. Oui. Écoutez, on avait un beau programme à la fin de la guerre de 1945, qui était le programme dit des Jours heureux, qui était le programme élaboré dans la Résistance et qui était mis en place au lendemain de la Libération, et qui avait une partie dedans sur l'indépendance Très des médias. importante, oui. L'indépendance financière des médias. Bien sûr. En ce moment, il y a combien? Il y a 7-8 grands patrons qui possèdent 95 ou 90% des médias français. Je ne crois pas que ce soit simplement par pur philanthropisme qu'ils s'occupent, et pour informer les gens, qu'ils s'occupent des médias. C'est parce qu'il faut tenir l'opinion. Il faut absolument tenir l'opinion dans ce qui est de l'ordre de cette théologie sécularisée qui est celle du libéralisme, puisque le plan de Dieu se réalise. Donc voilà, je crois qu'ils sont dans cette optique. On le sait parce que il se trouve que je voyage un petit peu, notamment au Brésil, et que je vois un peu comment fonctionnent les médias au Brésil. Ces médias ont réussi à faire un coup d'État d'un type complètement nouveau. C'est-à-dire que ceux qui avaient amené avec Lula un certain nombre de perspectives de développement, de sortie de la pauvreté, etc., ceux-là ont été accusés par des médias hyper corrompus de corruption, et donc ont été finalement destitués, poursuivis, avec l'aide d'un certain nombre de juges, et ce qui s'est construit un coup d'État médiatico-judiciaire, d'un type nouveau. On n'a même plus besoin de l'armée maintenant, comme en 1964 au Brésil. Et donc je crois que le rôle des médias peut aller jusque-là, c'est-à-dire la manipulation de l'opinion pour les faire tenir dans tout ce qui est de l'ordre de l'acceptable. Alors il y a l'acceptable qui est l'acceptable un peu à gauche, un peu au centre, un peu à droite, etc. Mais tout ce qui est de l'ordre des individus libres et capables de penser par eux-mêmes, il ne faut pas. Il ne faut pas, parce que ça c'est dangereux justement pour ce grand projet de cette théologie libérale sécularisée. C'est très dangereux, donc il ne faut pas. Et je crois qu'il y a vraiment une tentative de contrôle de l'opinion qui se manifeste, par exemple, par le fait que l'opinion est établie en fonction d'un certain nombre de groupes. Il y a des groupes d'opinion, et les journaux servent à ces groupes d'opinion ce que ces groupes d'opinion attendent qu'on leur serve. C'est tout le contraire d'un fonctionnement libre, parce que pour être libre, il faut écouter aussi ce qui dérange. Il faut écouter aussi ce qui sort donc de la certitude dans laquelle on est enfermé. C'est un peu comme ceci aussi que fonctionnent les algorithmes sur Google. C'est sûr. Vous tapez une demande, et comme on vous a repéré comme un peu de gauche, un peu écolo, on vous donne toutes les réponses qui correspondent à la façon dont on vous a catalogué. Si bien vous vous retrouvez enfermé dans vos certitudes. Les journaux fonctionnent un peu de la même façon. Or, qu'est-ce qui est important? C'est de sortir de ça, justement, pour s'ouvrir à la pensée libre, à celle qui accepte de voir des choses qu'on ne voit pas généralement, et donc qui admet d'être dérangé dans ses certitudes. C'est tout le contraire de ce que font les médias. Certes, Ils servent Bien ce sûr. que les gens attendent qu'on leur serve. C'est le principe de consommation. Principe de consommation, voilà, tout à fait. Ce marché donc de la presse est un blocage. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui c'est le plus gros blocage qui empêche de sortir du récit libéral?
C'est un blocage important, mais je crois que ce récit libéral est porté aussi par d'autres formes. On parlait tout à l'heure de la publicité. Donc la publicité, on la rencontre absolument partout. Partout, partout. Vous ne pouvez pas ouvrir un journal, une revue, vous promener dans la rue, ouvrir votre poste de télévision sans que vous soyez assailli par la publicité. Alors on dit que c'est nécessaire pour que ces médias vivent. En fait, et donc on a tendance à ne pas voir le rôle idéologique de la publicité. Mais en fait, les petits récits d'émancipation de soi-même, demande ce que tu veux et tu l'auras, parce que nous pouvons te le donner, nous pouvons te donner ce dernier portable, nous pouvons te donner tout ce que tu veux, cette voiture, nous pouvons t'offrir des vacances de rêve, nous pouvons... Bon, voilà, donc on est entretenu aussi dans l'idée, par ce récit publicitaire qui est absolument... qui a imbibé toutes les formes de la communication, qui sature toutes les formes de la communication, on est pris dans cette idée de la possible satisfaction totale de toutes ces appétences. C'est d'ailleurs intéressant d'étudier la forme de ces slogans publicitaires. Vous en citez un dans votre livre, c'est Just Do It, oui. On pourrait citer les slogans les plus connus, qui sont ceux qui collent le mieux avec cette idéologie, à savoir parce que je le vaux bien, ou même le stade ultime qui était celui de Reebok par exemple, affiche le vector, c'est-à-dire le logo même de la marque. Il n'y avait plus besoin du produit, il s'agissait que l'individu devienne le porteur de cette marque. Et j'ai le souvenir d'un texte de Jacques Ellul en 1954 dans le magazine Réforme, qui analysait ce phénomène publicitaire déjà en 1954 en disant on est en train de passer de la vieille réclame qui consistait à décrire les avantages d'un produit à une forme de publicité qui vante un mode de vie. Et ça change totalement de logique. Et c'est exactement ça. Absolument, absolument, tout à fait. Alors moi je fais remonter ça, donc bravo pour Ellul, en 1954, il a vu des choses, mais je crois que ça remonte encore un petit peu plus loin. Je crois que ça remonte, pour ma part, ce que j'essaie d'analyser, c'est que ça pourrait bien remonter jusqu'à la crise de 1929. Parce que la crise de 1929 était une crise de production et même de surproduction, avec des choses qui ne se vendaient plus, etc. Bon. Il y a beaucoup de causes à la crise de 1929, notamment l'ultralibéralisme des années 20 aux États-Unis, qui a construit des bulles spéculatives énormes, notamment sur les terrains de Californie, qui ont dit ça ne peut que monter. Voilà, nous sommes dans le progrès, la chose qui ne peut que continuer toute seule, en devenant toujours plus importante. Eh bien, les bulles, ça monte pas, ça s'écrase, ça explose, et donc ça ruine toutes les formes, qui sont les formes de la circulation de l'argent bancaire, de l'industrie, des réseaux du lien social, par l'explosion du chômage, etc. Et donc 1929, c'est cette crise dans le champ de la production et de ce qui soutenait la production, mais progressivement, on s'est aperçu qu'on pouvait déplacer un petit peu ce qui était de l'ordre des jouissances que les classes les plus riches, que Veblen avait désigné comme les hyperclasses, qui profitaient justement de ces formes de la satisfaction en ne travaillant pas, avec la consommation, etc. On pouvait d'une certaine façon un peu les démocratiser. On pouvait faire une rétrocession de jouissance. Et les débuts de la société de consommation, c'est à partir de 1929. Il y a un temps important, 1929, c'est l'invention des pin-up. Les pin-up, ce personnage culturel qui est capable de vous vendre tout, n'importe quoi. Des tracteurs, des clés à molette, des châteaux en Espagne, des cigarettes, des manteaux de fourrure, des beaux voyages, des relations personnelles épanouies, tous les produits que vous demandez. Ce personnage a été créé en 1929 et donc a essaimé dans le champ de la communication, journaux, cinéma, puis ensuite télévision, pour donc dire demandez tout ce que vous voulez, vous l'aurez. En plus, c'est devenu un objet de désir pour les hommes, d'identification pour les femmes. Et j'analyse dans un de mes livres l'épisode justement d'une manipulation, on pourrait dire, des appétences. Le moment où les femmes se sont mises à fumer, justement à partir de 1929. Pourquoi ? Parce que
les producteurs de tabac, American Tobacco, aux États-Unis, avaient un grave souci. La moitié de l'humanité ne fume pas, les femmes. Celles qui fument sont des dévergondées. Bon. Et donc, comment faire pour casser cette image, pour que tout le monde profite des bienfaits de la cigarette? Voilà. Et donc, on a embauché qui pour travailler sur cette question? Le neveu de Freud, Edward Bernays, qui se trouvait aux États-Unis pour faire la promotion des œuvres de son oncle et qui s'est trouvé déporté vers autre chose qui était l'invention, en fait, du marketing, qui à cette époque s'appelait propagande. Il a écrit ce livre qui s'appelle Propaganda. Bon. Et donc, il a analysé les désirs supposés des femmes et en déduisant que les femmes étaient en retrait par rapport à leurs propres désirs parce qu'elles ne possédaient pas le petit pénis portable que les hommes exhibent sans arrêt et avec lesquels ils se pavanent les uns auprès des autres. Et donc il fallait voler ce petit pénis portable aux hommes pour le donner aux femmes de façon à ce qu'elles se libèrent en tant que femmes. C'était ça le discours de la pub, c'est ça. Donc vous voyez par quoi passe la libération. Elle passe par une aliénation à un produit extraordinairement addictif. C'est quand même le summum de l'escroquerie. C'est quand même le summum de l'escroquerie. Mais vous avez prononcé d'ailleurs un mot important, l'aliénation. D'abord, première chose, je suis très frappée de voir aujourd'hui ces mots, aliénation, émancipation, etc., surgir dans le discours d'Emmanuel Macron, ce qui prouve qu'on est dans l'instrumentalisation de tous les concepts. Mais quand je vous entends, je vois aussi, ça fait référence pour moi aussi à la pensée un peu de Cornelius Castoriadis, dans le sens où je retrouve cette façon d'utiliser tous les champs, dont le champ de la psychanalyse, pour essayer de comprendre comment on peut lutter contre cette aliénation et construire une autonomie des individus. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Non, je me suis toujours senti très proche de Castoriadis. Et donc, une des raisons pour lesquelles je me sens proche, c'est justement le fait qu'il était philosophe, mais qu'il était aussi psychanalyste, qu'il a été voir ailleurs dans le champ politique, etc. Et je crois effectivement que pour comprendre ce qui se passe, cette mutation historique dans laquelle nous sommes entrés avec donc l'ère néolibérale, il faut mobiliser tous les champs de pensée, c'est-à-dire l'économie marchande, l'économie économique, si je puis dire, l'économie politique, l'économie psychique, l'économie symbolique, l'économie discursive. Voilà, il faut mobiliser tout ceci parce que tous ces champs sont atteints les uns à la suite des autres par cette mutation qui a été introduite à partir de l'économie libérale, l'économie de marché, qui disait « demande ce que tu veux, nous te le donnerons sous la forme d'un produit manufacturé ou d'un service, etc. » Et progressivement, tous ces champs ont été bouleversés par une propagation que j'ai appelée transductive, d'un champ à l'autre. C'est un terme qui vient de Gilbert Simondon, le grand philosophe des années 60, sur l'objet technique. Et donc il y a une propagation transductive qui nous a fait changer de milieu. On est passé d'un milieu qui était le milieu qui était encore celui, par exemple, de la modernité, avec cette idée de la dignité qui restait quelque part, avec dans un autre milieu qui a fait disparaître l'exception de la dignité pour nous faire entrer dans un monde intégralement marchand, où tout se vend, et tout peut se vendre et tout peut s'acheter. Et le tournant des années 80 avec Reagan aux États-Unis et Thatcher en Angleterre. Donc nous sommes maintenant complètement entrés dans ce monde qui fait qu'il faut, pour le comprendre maintenant, non pas tant lire les économistes, et il faut lire évidemment les économistes pour voir comment on spécule en bourse, etc., et que c'est sans fin, et comment on utilise la neuroéconomie pour faire acheter les gens, etc. Bon, c'est le dernier prix Nobel. Hein. Oui. Mais il faut aussi aller voir la façon dont tout ceci transforme l'économie psychique, c'est-à-dire la promesse de satisfaction de toutes les appétences, au lieu que dans les périodes précédentes, par exemple quelque temps plus tôt à l'époque du freudisme, les gens étaient non pas du tout dans la libération pulsionnelle, mais étaient dans la retenue pulsionnelle, qui fabriquait donc des névrosés qui, dès qu'ils faisaient un pas de travers, se sentaient extrêmement coupables et donc devaient se soigner. Maintenant, c'est le contraire, d'une certaine façon. Maintenant, on a quitté
le monde de la névrose classique pour entrer dans un monde qui est le monde de la perversion. Le monde de la perversion où vous pouvez instrumentaliser l'autre, vous pouvez jouir autant que vous voulez pour votre propre plaisir de tout ce que vous pouvez jouir, en plus en pensant que comme ça vous faites le bien commun pour les autres, en produisant de la richesse. Je l'ai dit en vous présentant, vous insistez, vous appliquez énormément à l'étude de trouver une issue à ce récit libéral. Et en même temps, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas un réactionnaire. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à articuler à la fois sortir du récit libéral et ne pas retomber vers quelque chose qui n'est pas non plus souhaitable? Oui, bien sûr. Non, c'est pas du tout souhaitable. Je pense que je ne suis pas de ceux qui prouvent un retour donc à l'alliance sacrée avec Dieu, loin de là. Ou même des communautés enfermantes et qui assignent l'individu à résidence identitaire. Absolument, sûrement pas. Mais je crois que ce n'est pas être réactionnaire que de proposer aux individus la possibilité de faire quelque chose avec leur passion, avec leur pulsion. Prenons ce terme passion. Maintenant, justement, le récit publicitaire dit « vivez vos passions ». On peut ajouter ceci, « vivez vos passions ». Ne vous retenez surtout pas, allez-y, foncez, faites-le, do it, etc. Or, le terme passion, c'est le terme grec pathos, qui donne pathologie, c'est-à-dire la souffrance. C'est ça, au début, que ça veut dire la passion, c'est la souffrance. Quand vous parlez de la passion du Christ, vous ne parlez pas de la rigolade du Christ. Vous parlez de ses souffrances. Bon, c'est un terme qui a tenu, qui a viré justement de sens, ce terme de passion. Alors, donc, ces passions, elles coulent dans l'individu. Je disais tout à l'heure que donc cette âme d'en bas est percée, il faut la remplir sans cesse. Mais justement, faire quelque chose avec ce désir insatiable, plutôt que d'en devenir l'esclave, c'est aussi un but possible qui n'est pas un but réactionnaire, me semble-t-il, mais qui est tout à fait le contraire, puisque c'est quelque chose qui permet de se posséder soi-même et donc de transformer quelque chose dont on est l'esclave en quelque chose dont on essaye de faire quelque chose. Je prends un exemple. Si vous êtes très en colère, vous allez crier, tout casser, etc., etc. Mais si vous allez vous livrer à votre passion colérique, mais si quelqu'un vous dit, au lieu de te livrer à cette passion, tu peux peut-être composer une musique qui va traduire quelque chose de l'ordre de la violence qui t'habite. Bon, vous allez devoir apprendre la musique, vous allez devoir fréquenter un professeur, vous allez devoir apprendre un instrument, vous allez devoir... Bon. Mais ensuite, vous aurez la possibilité de donner un sens à cette passion. D'abord un sens pour vous-même et un sens aussi pour l'autre, parce que vous pourrez le transmettre à l'autre. Donc vous serez sorti de cet esclavage dans lequel vous étiez pour pouvoir, au contraire, pouvoir être libre par rapport à vos passions et pulsions, les vivre, mais aussi pouvoir leur donner un sens, une forme, et pouvoir les transmettre à d'autres quand vous êtes traversé par ces passions. Donc je dis tout ça parce que, voilà, par exemple, ce qu'on pourrait faire pour sortir de ce récit libéral, c'est de remettre à l'ordre du jour la paideia, pas l'école caserne, pas l'école des réactionnaires, mais l'école de l'ouverture et de la réalisation pleine et entière des individus dans toute leur potentialité. Et pas qu'ils restent à un état qui est un état donc d'esclavage par rapport à leur propre passion. Donc qu'ils réalisent toute leur potentialité. Ça suppose ça, un projet de paideia, un projet d'éducation, et qu'on pourrait revisiter cette grande institution donc qui est l'éducation, et qui est si importante parce que ça forme les nouveaux venus, comme disait Hannah Arendt. Les nouveaux venus, ceux qui arrivent par renouvellement générationnel, il faut bien leur proposer un cadre institutionnel pour qu'ils fassent quelque chose de leur passion et de leur pulsion, plutôt qu'ils en deviennent l'esclave et qu'ils deviennent par le même coup l'esclave du marché. On voit comment maintenant
On parlait du logo tout à l'heure. Le logo des marques, par exemple, est devenu une fin en soi parce qu'il faut que les gosses exhibent le logo des marques pour qu'ils soient marqués, justement, comme ceux qui peuvent profiter, en fait, des bienfaits de la marque. Bon. Symboliquement, c'est le fer de l'esclave. Oui, exactement. C'est l'esclave marqué au fer. Voilà, c'est l'esclave marqué au fer, oui. Bon, donc, il y a tout ce champ, par exemple, de l'éducation, qui est un champ immense, mais qui n'est pas simplement dans l'école, mais qui est partout, qui est dans les médias, qui est dans l'art, qui est dans la culture, qui est partout, et ça, c'est un champ immense. Autre champ par lesquels on pourrait contrecarrer ce récit néolibéral, c'est réintroduire de la régulation par des instances collectives de régulation. Pour l'instant, les instances collectives de régulation, c'est quoi? C'est l'État. Or, l'État, dans le néolibéralisme, est l'ennemi. On le contourne. Vous voyez ce qui se passe pour les impôts, par exemple. On contourne l'État pour ne pas payer les impôts, etc. On contourne les lois du travail, on contourne les lois environnementales, etc., etc. L'État est l'ennemi dans le néolibéralisme pur et dur. Donc il y a quelque chose à reconstruire, là, d'une instance collective qui va réamener de la régulation par rapport à la dérégulation constamment prônée et amenée par le marché et donc le champ néolibéral. Alors, est-ce que ça doit être un État aux dimensions anciennes de la nation, ou est-ce que ça doit être un État aux dimensions de l'Europe, par exemple? J'avoue que je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'il faut réintroduire des instances de régulation par rapport à toutes les dérégulations politiques, psychiques, communicationnelles, etc., dans lesquelles nous sommes. C'est un beau programme, ça encore. Bon, donc je pense qu'il y a effectivement des voies possibles pour réinverser donc le cours, me semble-t-il, assez funeste dans lequel nous sommes partis maintenant. Il y a une voie notamment que vous abordez dans vos travaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est le convivialisme. Ah oui. Alors, oui, je vais vous parler de mes amis convivialistes et du convivialisme. Oui. Bon, je faisais du convivialisme sans le savoir, et donc comme ces convivialistes, eux, savaient ce qu'ils faisaient, ils sont venus me prévenir en me disant « écoute, ce que tu fais est parfaitement compatible avec ce que nous essayons de bricoler pour essayer d'obvier à ce cours funeste que prend le monde. » Et donc, quelques-uns d'entre eux, dont Alain Caillé, sont venus me voir. Il y a donc Alain Caillé, le grand anthropologue qui travaille avec le paradigme du don, donc de la réciprocité, de la considération de l'autre, qui fait qu'un individu n'est pas tout seul comme ça, mais il est toujours dans des relations de réciprocité, de don. Un des continuateurs de la pensée de Marcel Mauss et un de ceux qui réfléchit à la question de l'utilitarisme aujourd'hui au cœur des sociétés libérales. Exactement. Donc, Alain Caillé est venu me voir en disant « Écoute, est-ce que tu ne serais pas intéressé? Tes travaux sont complètement compatibles avec ce que nous essayons de bricoler. Nous sommes une cinquantaine, soixantaine d'intellos en France. Il y a des psychanalystes, il y a des philosophes, il y a des anthropologues, il y a des sociologues. Et donc, j'ai été convié comme ça à rejoindre ce cercle convivialiste et j'étais extrêmement intéressé. Parce que, vous l'avez compris, me fait du souci pour ce qui est en train de se passer dans ce monde. Et ce n'est pas la première fois que quelques intellectuels se font du souci pour le cours que prend le monde. C'est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'un certain nombre d'individus se sont réunis pour se dire comment allons-nous reconstruire le monde et les institutions après le désastre de la Seconde Guerre mondiale qui a vu une partie de l'humanité entreprendre d'exterminer l'autre partie. Bien. Et donc, ils se sont réunis, ont travaillé, et ont travaillé à rétablir justement quelque chose qui a à voir avec la dignité kantienne, c'est-à-dire l'égale dignité des individus et les relations de réciprocité entre les individus qui étaient complètement niées par le nazisme, évidemment, puisqu'il s'agissait d'exterminer l'autre, et niées aussi par le stalinisme, mais d'une toute autre façon.
Et donc ça a donné lieu à ce qu'on a appelé donc l'esprit de Philadelphie, qui a permis la reconstruction d'un certain nombre de grandes institutions dans le monde. Il y a ce très beau livre de mon ami Alain Supiot, donc sur l'esprit de Philadelphie, qui est paru il y a Oui, donc et 4 ou 5 ans. nous avons reçu Alain Supiot oui, oui. ici. C'était d'ailleurs un formidable entretien aussi. Oui, ça ne m'étonne pas. Non, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Et donc, voilà, ce qui a été possible de faire en 1945, peut-être est-il possible de le faire maintenant. Et donc, peut-être que le cadre du convivialisme est un cadre approprié pour le faire. Alors, donc, reconstruire les institutions qui permettent de tenir ce monde, c'est-à-dire le lien social, le lien personnel, les individus, les formes économiques, etc. On a mis en place 4 principes possibles pour essayer de s'y retrouver un peu dans cette entreprise. J'énonce ces 4 principes. Principe de commune humanité. Ce qui veut dire que la commune humanité, c'est la communauté humaine. Et dans la communauté humaine, il y a des gens différents, mais ils sont tous humains. Les femmes, les gens de couleur, les handicapés, les gens qui ont des orientations sexuelles différentes, etc. Ils font partie de la commune humanité. Donc, toute institution, à l'heure actuelle, doit être veillée au principe de commune humanité. D'autant que un certain nombre de menaces se font jour sur la divergence possible à l'intérieur même de l'humanité. Je parle du post-humanisme. Bien sûr. Où on créerait des post-humains ou des surhumains. Et si certains deviennent surhumains, les autres, comme nous, vont devenir ipso facto sous-humains. Bien. Et donc, je pense que ce principe de commune humanité est un principe extraordinairement important qui doit présider à toute possibilité d'intervention pour des reconstructions d'institutions. Second principe, principe de commune socialité. Nous ne sommes plus en ce moment dans la même société. Je le disais tout à l'heure, 8 personnes. Il y a encore 2 mois, je disais 63 personnes. Je m'appuyais sur les chiffres de cette ONG qui s'appelle l'Oxfam, oui. donc, qui a établi ces chiffres. J'avais 3 ans de retard. Et on m'a dit non, c'est plus 67, c'est 8 maintenant. Oui, c'est 8 sûr, qui ça possèdent autant que la moitié de l'humanité. Donc, si 8 personnes possèdent autant que 3,5 milliards, ils n'habitent plus dans le même monde, dans la même socialité. Et donc là, il y a des effets qui sont des effets de ravage de la pléonexie avec un toujours plus et les autres sont dans le toujours moins. Et on voit revenir la question des inégalités de façon extrêmement croissante, qui ne cessent de se renforcer par toute une série de pratiques comme celles que nous avons mentionnées tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de se retirer du pacte citoyen en payant ses impôts ou en utilisant tous les moyens de contourner possible le pacte républicain et le pacte citoyen. Donc, il faut reconstruire les institutions avec l'idée d'une commune socialité. Nous appartenons tous à la même socialité. Et si certaines d'entre elles sont échappées, il faut les ramener dans notre socialité. Il faut les forcer à revenir dans notre socialité. Troisième principe, principe d'individuation. C'est ce qu'a oublié le communisme. Le communisme disait, individu, tais-toi, tu verras, attends que les jours, les lendemains qui chantent viennent et tu vas pouvoir t'évanouir. T'épanouir. Voilà. Oui, ce beau lapsus. Parce que, bon. Et donc, il faut rétablir ce principe d'individuation. Il faut que les individus se réalisent dans toute leur potentialité, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas esclaves de leur passion et de leur pulsion, qu'ils ne soient pas instrumentalisés par les autres, qu'ils ne soient pas aliénés. Bon, c'est un principe extrêmement important. Donc la réalisation pleine et entière de tous les individus. C'est pas la réalisation égoïste, c'est la réalisation sympathique de l'individu. Sympathie, ça veut dire que pour que je sois un individu, il faut que j'ai besoin que l'autre en face de moi soit aussi un individu. Parce que j'ai à qui parler. J'ai à qui parler, j'ai avec qui échanger. Je peux être dans le paradigme donc de la dignité, le paradigme du don et de la réciprocité. Bon, donc principe d'individuation.
Quatrième principe, s'il y a des individus différents, il va y avoir des points de vue différents. Et donc, il va falloir des institutions qui permettent de combiner des points de vue différents, c'est-à-dire la pluralité des points de vue. Donc on sort là d'un espèce d'unanimisme qui était du côté du communisme encore, pour retrouver et réemprunter des formes qui sont des formes, alors là, qu'il faut sauver dans le libéralisme, c'est le libéralisme politique, pas le libéralisme économique, mais le libéralisme politique, celui de la pluralité des points de vue. Et donc là, il faut aller très très loin, parce que notre système, y compris notre système dit démocratique de vote, peut-être même maintenant, ne permet plus justement cette égalité et cette pluralité des points de vue. Donc il faut aller très très loin dans la reconstruction, reconfiguration de ces institutions permettant donc la pluralité des points de vue. Voilà les 4 principes du convivialisme que nous essayons de... Bon, c'est en train de pas tourner parce que ça prend une certaine... Je pense que c'est un programme qu'on peut suivre et appuyer. Mais, écoutez, je pense qu'on peut, pour terminer cet entretien, d'abord citer donc vos livres, parce que on ne peut qu'inviter nos spectateurs, nos internautes à aller les lire pleinement. Donc il y a le dernier qui vient de sortir, La fable des abeilles, donc avec un texte préliminaire qui donc analyse cette idéologie de Bernard de Mandeville. Si vous me permettez juste un petit mot, la présentation que je fais de Mandeville s'appelle Mandeville, le véritable esprit du capitalisme. Oui. Parce que nous sommes encore dans l'idée venue de Max Weber, 1919-1920, sur donc l'éthique protestante du capitalisme. Tout à fait. Donc il est très intéressant de voir que Mandeville, c'est l'inverse absolu de Max Weber. C'est-à-dire que le capitalisme n'a pas été créé par des puritains qui s'empêchaient de jouir de ce qu'ils produisaient pour donc produire plus. Le capitalisme, dit Mandeville, a été créé par la libération des vices privés. Et donc là, on a un autre point de vue sur l'esprit du capitalisme. Un esprit qui est plus profond peut-être que l'esprit puritain, qui est l'esprit pervers du capitalisme. Exactement. Et d'ailleurs, on peut citer aussi, Laurent, tu citais en début d'entretien, voilà, cette trilogie, donc avec L'art de réduire les têtes, Le divin marché et La cité perverse. Oui. Et puis, l'ouvrage L'individu qui vient, on peut en effet à peu près lire vos œuvres complètes, je pense que on ne s'en lassera pas. Parce que surtout, je tiens à le dire, et c'est ce qui est frappant quand on vous lit, vous avez une écriture extrêmement précise et extrêmement fine et belle, plaisante. Donc ce qui ajoute encore à la pertinence de vos analyses. Et puis la situation désespérée du présent me remplit d'espoir. Voilà, en tout cas, vous nous avez rempli d'espoir. Merci beaucoup, Dany Robert Dufour, d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. Merci infiniment à vous. Merci. Merci, Laurent.